C'était un peu extrême, sa façon de voir, mais voilà, il y avait cette notion de devenir, ouais, quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, exceptionnel qu'on ne rencontre pas tous les 4 matins. Voilà, c'est ça. Salut Riyad, Salut! merci beaucoup d'avoir accepté déjà mon invitation. Ben, merci de Très, m'inviter. très plaisir d'être là. Tu es un des premiers d'ailleurs à avoir une posture. Tu t'es dit, je vais refuser de m'endormir sur sur ce siège. Non, mais ça, c'est des sièges un peu traîtres quand même, parce qu'on sent qu'on peut vite s'avachir et C'est un choix stratégique. Et c'est pas Tu te dis, je vais tenir sur la longueur. Bon, on a quand même l'habitude de commencer ce format par une présentation quand même des gens qu'on reçoit, même si en l'occurrence, énormément de personnes te connaissent déjà. Tu as vendu des millions et des millions d'exemplaires de tes BD, faisant de toi l'un des auteurs de BD les plus connus de France actuellement. Il n'y a aucun doute là-dessus. c'est vrai, Faut le dire, faut le dire. Ah oui, on va t'encenser pendant une demi-heure, donc il faut le dire. Non, et tu as également reçu pas mal de prix pour tes BD. Alors, beaucoup t'ont connu avec L'Arabe du futur, c'était depuis 2014, qui est donc un récit autobiographique, et on va revenir là-dessus juste après. Mais on te reçoit aussi, notamment aujourd'hui, à l'occasion du dernier numéro des Cahiers d'Esther, l'histoire de ses 16 ans, qui est donc cette fille Esther que tu as suivie depuis ses 9-10 ans jusqu'à encore aujourd'hui et jusqu'à ses 18 ans. C'est ça l'idée, l'objectif. On va forcément là aussi beaucoup en parler. Ça me permet d'ailleurs de rappeler le principe de ce format. L'idée, c'est très simple. On revient sur ton parcours et plus précisément sur tes points de bascule. Donc, ce qui a fait que tu es là où tu es aujourd'hui. C'est toujours l'occasion d'enseignement, de découverte d'un milieu, là en l'occurrence la BD. Et ça va être l'occasion de discuter de tout ça, et notamment du coup des cahiers d'Esther dans quelques minutes. Et je voulais qu'on revienne au tout début, au tout début, avec toi une découverte qui était un premier point de bascule important. La découverte des aventures de Tintin à l'âge de 5 ans. Ça remonte quand même à quelques années. Tu dis que cette découverte, ça a déterminé en quelque sorte la suite de ton existence. Pourquoi et de quelle manière ? En fait, pour une raison assez simple, quand j'étais enfant, donc on habitait dans un petit village en Syrie, et c'est ma grand-mère bretonne m'envoyait des BD tous les 5-6 mois, alors un coup à mon anniversaire, un coup à Noël, par la poste. Donc les BD mettaient très longtemps à arriver, parce que dans le village où on habitait, il n'y avait pas de librairie, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y a aucun livre en fait, enfin, à part le Coran peut-être, mais c'était en arabe et moi je ne savais pas le lire. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'elle m'envoyait que des Tintins. Et en fait, elle me les envoyait à intervalles réguliers, un Tintin par un Tintin. Ce qui fait que j'en avais pas beaucoup. Et donc, enfin, j'ai commencé par un pendant 6 mois, puis deux pendant, pendant un an. Donc, je les relisais sans fin. Et je trouvais ça absolument génial parce que c'était des aventures de voyage, d'amitié. En fait, ça me plaisait énormément. Je ressentais, alors, je n'arrivais pas encore bien à lire, mais je ressentais qu'il y avait quelque chose de très accueillant et de positif. Et je pensais, en fait, que c'était un phénomène naturel. Parce que personne ne m'avait expliqué ce que c'était vraiment un livre. On ne m'avait pas expliqué que c'était quelqu'un qui faisait les dessins ou que c'était fabriqué par un être humain. Et je pensais vraiment que c'était fait, que c'était comme une montagne ou un arbre, ou je sais pas, un truc qui est là. Et un jour, on m'a dit, mais non, j'ai demandé, mais c'est quoi le mot qui est écrit en haut? On m'a dit, mais c'est Hergé. Hergé, c'est le gars qui a fait ce livre. Et donc là, j'avoue que ça a été un choc. Je me suis dit, mais attends, il y a quelqu'un qui peut faire ça. C'est comme si on m'avait dit, tiens, tu peux faire cet arbre, ou tu peux faire cette montagne. Voilà, je me suis dit, c'est incroyable, j'ai envie de faire ça. C'est trop génial. Déjà, à la fois le faire pour les autres, mais aussi le faire pour moi. Parce que je me disais, je vais m'auto-emmener moi-même dans mes propres histoires. Comme ça, je serai tranquille et je vais me créer un petit univers dans lequel je serai bien. Et tu dis que du coup, tu en recevais un à un, tu n'as pas reçu d'un coup l'intégrale ou je ne sais quoi. Et c'est intéressant parce que du coup, cette forme de rareté, ça a été pour toi une chance, dans ce cas précis, pour peut-être te plonger plus en détail dedans et prendre le temps de le découvrir. Ouais, oui, je pense vraiment. Par exemple, si j'avais reçu plein de bandes dessinées dans des styles très différents, je pense que j'aurais fait à peu près comme tout le monde. Je me serais dirigé vers les styles plus réalistes, par exemple. Je me rappelle un jour, dans un des Tintins, il y avait un prospectus publicitaire. Alors, je ne sais plus pour quel magazine. Est-ce que c'était Tintin ou Pilote? Je ne sais plus exactement, mais je me Ça va rappelle. retrouver. Il y avait une page de Torgal, de Rosinski. C'était une page où un gars tenait une pièce d'or dans sa main. Et il n'y avait que cette page-là. Elle s'est retrouvée dans un Tintin. Et j'étais totalement fasciné par cette page. C'est-à-dire, je trouvais que c'était beaucoup mieux que Tintin, mais je ne savais pas d'où ça venait, qu'est-ce que c'était. Ça me semblait beaucoup mieux dessiné, plus menaçant, effrayant, avec des bonhommes qui avaient l'air plus... Mais ça me semblait être un autre univers auquel je n'ai pas eu accès.
C'est vrai que pendant des années, je me suis nourri que de Tintin. Et pour comprendre un peu ton parcours, pour ceux qui n'ont pas lu notamment L'Arabe du futur en général, qui ne te connaissent pas, donc toi, tu as passé ton enfance en Libye et en Syrie. Ensuite, tu es revenu, tu as été en France à l'âge de 12 ans. Là, il y a eu une sorte de choc des cultures assez important. Si je passe un peu plus loin, quelques années plus tard, tu es entré à Nantes dans une école d'art appliquée. Et donc là, il y a eu, on voit qu'il y a une poursuite de cet intérêt pour tout cet univers-là. À quel âge est-ce que tu as commencé à croire en tes capacités et à dire OK, alors, soit je suis doué, soit à minima, j'ai quelque chose à faire dans ce milieu-là? Je crois que en fait, c'est arrivé assez vite, parce que même quand j'étais très jeune, je crois que j'avais déjà un ego très, très surdimensionné et je me voyais déjà comme un auteur, en fait. Assez vite, je faisais des fausses couvertures de livres où je mettais mon nom en haut. J'en ai retrouvé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, j'ai vidé mon garage et il y avait tous les livres, tous les dessins que ma mère m'a refourgués de mon enfance et j'ai trouvé plein de trucs. Je faisais des trucs hyper prétentieux avec des espèces de dessins enfin, que je pensais être hyper réalistes avec des nymphes, avec des dragons, et des trucs comme ça. Je mettais mon nom en haut. Enfin, c'était... Voilà, j'étais fasciné par l'objet du livre. Moi, comme, en fait, ce que je préférais, les moments que je préférais dans la vie étaient les moments où je lisais, enfin, surtout vers 10-12 ans. Enfin, je m'étais dit, mais je vais faire ça aussi, parce que ça va me permettre à la fois de... Enfin, je vais essayer de faire ça. Ça va me permettre à la fois d'avoir la gloire et de plaire aux gens et plaire aux filles, je sais pas, de faire comme ce que j'imaginais être la célébrité. Et en même temps, de m'auto-hypnotiser et de m'enfermer moi-même dans mon propre univers. Parce que je me rendais bien compte que quand je dessinais un monstre, il me faisait un peu peur. Quand je dessinais un paysage mystérieux, quand je dessinais une fille nue, par exemple, je trouvais ça m'excitait presque. Le dessin a un pouvoir comment dire, d'auto-hypnose hyper fort, quoi. Et tu parles de ta fascination pour la BD et peut-être plus largement le livre en tant qu'objet. Aujourd'hui, et ça revient tout le temps dans les débats, dans les discussions, il y a la question du livre concurrencé par d'autres formes de divertissement, de culture au sens très large. Évidemment, la question des réseaux sociaux, de son smartphone qui fait qu'on arrête de lire ou je ne sais quoi. Comment est-ce que toi, tu perçois ça au fil des années? Est-ce que tu as le sentiment qu'auprès des jeunes, il y a encore cette fascination, cet intérêt pour le livre en tant qu'objet? Comment tu le perçois? Alors, c'est vrai que c'est difficile de parler en généralité ou de pouvoir analyser toute une... Mais j'ai l'impression que les jeunes, quand même, ils lisent énormément, mais ils lisent, par exemple, des mangas. Alors, pourquoi ils lisent des mangas? Parce que souvent, ils sont hyper bien. Enfin, moi, je dirais jamais de mal des mangas. Toutes les séries qui ont énormément de succès, elles sont hyper bien faites, c'est des super histoires. Enfin, celles qui durent depuis des plombes, elles ont je sais pas, des univers hyper développés. Enfin, c'est pas fait à la va-vite. Après, il y a de plus en plus de livres. Il y a beaucoup de trucs nuls, quoi. Enfin, je sais pas comment. Il y a pas longtemps. Enfin, j'étais dans le train tout à l'heure et je lisais il y avait une sorte de présentation, je sais pas comment, de la rentrée littéraire d'un grand éditeur de août-septembre. Mais les romans étaient tellement chiants. Mais c'est en fait, si on donne ça à des jeunes, je peux pas penser. Je vois pas qui va, même quelqu'un de normalement constitué, ne peut pas se dire qu'il va lire un livre pareil. Enfin, c'est des histoires un peu intimistes, mais nulles à chier. Toujours un peu avec un fond, un peu, je sais pas comment dire, pseudo-engagé politiquement, mais en même temps, c'est édité par des éditeurs milliardaires. C'est extrêmement gênant. Enfin. Et c'est pas étonnant que les jeunes... Enfin, moi, je serais jeune. Ce qui me plaisait quand j'étais jeune, quand je lisais à côté des bandes dessinées, on me conseillait aussi des romans, des trucs comme ça. Bon, j'adorais les livres fantastiques, Stephen King, hyper choquants, avec des trucs... J'avais envie de récits qui parlent de la vie, des trucs vivants, quoi. Voilà, je ne pense pas que les jeunes soient allergiques à la lecture. Il n'y a juste peut-être pas assez de trucs bien. Je sais pas. Plein de choses à faire. Et sur toi, ton parcours, ton père voulait que tu sois médecin et tu dis lui qu'il était obsédé par le pognon, par le statut social, par toutes sortes de choses. Et ta grand-mère te disait te disait en fait de devenir quelqu'un. Et je trouve que c'est un terme qui est assez intéressant, devenir quelqu'un. Comment est-ce que toi tu l'as compris? Comment est-ce que tu le comprends aujourd'hui? Alors, en fait, ouais, ma grand-mère bretonne, très vite, en fait, elle m'a vu vraiment comme un génie. Et je pense que ça, c'est vraiment une de mes grandes chances,
Parce que, par exemple, elle arrêtait pas elle m'abonnait à des trucs aussi. Elle m'abonnait à l'histoire des hommes. Par exemple, La vie privée des hommes, c'était une série de livres documentaires qu'il y avait chez Hachette, qui était hyper bien. Je les ai toujours regardés d'ailleurs. Elle m'avait abonné à un truc sur les animaux, etc. Elle m'avait aussi acheté des premiers tomes d'une encyclopédie. C'est des trucs qui n'étaient pas du tout pour mon âge. Mais c'était comme de dire, un jour, tu feras mieux que moi, tu seras meilleur, tu seras plus intelligent, plus cultivé, moins idiot et moins bête. Voilà, elle se voyait vraiment comme quelqu'un de bête et entourée par des gens neuneux dans son village. Alors évidemment, c'était un peu extrême, sa façon de voir, mais voilà, il y avait cette notion de devenir quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, exceptionnel qu'on ne rencontre pas tous les 4 matins. Voilà, c'est ça. Et mon père, oui, lui, il était comme, je pense, 95% de l'humanité, même si on ne veut pas le reconnaître. Il était obsédé par le pognon parce qu'il n'en avait pas beaucoup et il voulait gagner, devenir riche et devenir milliardaire pour s'acheter des grosses bagnoles, etc. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, comme on n'avait pas tellement d'argent, j'ai jamais su vraiment ce que ça signifiait vraiment d'avoir de l'argent. Qu'est-ce que ça pouvait offrir en plus parce qu'il voulait devenir méga riche, mais il habitait dans un village moisi, tout perdu. Alors qu'on aurait pu habiter au moins la ville à côté. On avait les moyens pour le faire, mais il y avait ce désir et cette espèce de complexe qui l'empêchait d'aller de l'avant. Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une forme de... Aujourd'hui, pareil, ce sera très dur de faire de généralité, ça n'a pas de sens, mais une pression à devenir quelqu'un. Je sais que c'est quelque chose où... Non, trop tard, ça y est, je suis déjà devenu. Je suis invité ici déjà. Ça va, tout va bien. Non, mais c'est marrant parce qu'il y a un rappeur, par exemple, qui s'appelle Vald, qui a fait un son qui s'appelle Deviens génial. Et en gros, tout le propos du son, c'est de dire, dans ce monde et dans cette société aujourd'hui, tu dois te démarquer, tu dois absolument être quelqu'un, te faire démarquer, ne pas être dans la... ou alors rentrer dans le moule, mais en fait, tu peux pas être juste... tu dois être quelqu'un, quoi. Et c'était vu, lui, il le voit quasiment comme une pression, avec des gens qui mettent une pression, parce que lui, souvent, écrit à son fils et dit dans la chanson, t'as intérêt à devenir génial, à devenir quelqu'un de grand, parce que sinon, tu vas être dans la merde dans ta vie, quoi. Tu vois une sorte de pression là-dessus aujourd'hui ou... Non, franchement, je ne vois pas les choses comme ça, mais en même temps, je ne suis pas de la même génération que les jeunes d'aujourd'hui. C'est vrai que moi, quand j'avais, je sais pas, moi, 16 ans, il n'y avait pas Internet, par exemple. Il n'y avait pas les réseaux sociaux du tout. Il n'y avait pas, pour trouver un éditeur, il fallait faire des photocopies, le mettre dans une enveloppe, aller à la poste, faire la queue, parce qu'il n'y avait pas de guichet où on pouvait mettre le truc avec une carte bleue. Ça n'existait même pas. Donc, il fallait attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour avoir une réponse. Si on en avait une, on recevait une lettre avec lettre type. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peut-être la sensation que n'importe qui peut y arriver. Je pense que c'est un peu vrai d'ailleurs, mais après, pas vraiment n'importe qui. Mais je crois que c'est plus... Par exemple, moi, si je devais commencer le dessin aujourd'hui, je ferais tout de suite un compte Instagram, par exemple. Ou je sais pas, il y a d'autres trucs. Il y a Patreon, je ne sais pas si on dit Patreon. Je dirais sur ces trucs-là, j'essaierais de me constituer un petit univers avec des gens qui aiment bien mes trucs. Parce qu'à mon époque, c'est vraiment, ça n'existait pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de moyens. Ouais. Et le rap, c'est vrai que c'est une autre dimension. Ça existait moins à mon époque. Si on avance avec un autre point de bascule qui me semblait intéressant, c'est un de tes dessins qui est apparu dans le numéro 1178 du journal satirique Charlie Hebdo. Donc c'est le numéro de vie des survivants après les attentats de Charlie Hebdo. Dans ce dessin qui a beaucoup fait réagir, on voit un jeune qui téléphone à un pote pour lui expliquer que, en gros, même si on n'aime pas Charlie Hebdo, on ne tue pas des gens parce qu'on n'aime pas quelque chose, pour faire des choses assez clairement, et on va montrer le dessin. Cette conversation entre ces deux potes, est-ce que c'est une scène que toi, tu as connue? Est-ce que c'est le fruit d'une imagination de ton côté? Alors, La vie secrète des jeunes, c'est une bande dessinée que j'ai fait dans Charlie Hebdo pendant des années. Ouais. En fait, je suis rentré en Charlie Hebdo, je ne sais plus à quelle année, c'était en 2003 ou 2004. Et à l'époque, Cabu et Philippe Val m'avaient proposé de rejoindre l'équipe des dessinateurs. Et en fait, moi, je suis extrêmement mauvais pour faire des caricatures politiques, des caricatures, des trucs comme ça. Je ne sais pas résumer un truc en un dessin, Donc, je leur avais dit non, et je leur ai dit, moi, j'ai besoin de plein d'images pour faire une petite histoire, etc. Donc, ils m'ont dit, mais propose-nous une BD, on n'a pas de BD, etc. Donc, je m'étais dit, je vais leur faire une petite BD, et puis comme ça, j'aurai mon petit salaire tous les mois, et je gagnerais, ça me ferait parce que je commençais. C'est La vie secrète des jeunes, justement. Et j'ai fait La vie secrète des jeunes, qui était une bande dessinée où je racontais des choses que j'avais vues dans la rue. Et en fait, à cette époque-là, je prenais le métro tous les jours pour aller de chez moi à un atelier que je partageais avec d'autres dessinateurs. Et je voyais tout le temps des scènes dans le métro où j'entendais des discussions, des trucs sur les jeunes. Et
toutes ces discussions-là, cet univers-là, je le trouvais jamais représenté. Enfin, je le trouvais pas représenté ni dans les bandes dessinées, ni dans les séries, ni dans les. Je me suis dit tiens, mais je vais raconter cet univers un peu à comment dire à hauteur du trottoir, avec des jeunes qui s'engueulent, des parents qui parlent à leurs enfants de telle ou telle façon, etc. Donc La vie secrète des jeunes, c'est une BD qui a toujours été inspirée de choses que j'ai vues. Et cet événement-là, je l'ai vu le jour de l'attentat, en bas de chez moi. Donc voilà, je l'ai raconté quand il a fallu participer à ce numéro. Et justement, la question de cet ancrage dans le réel pour faire tes histoires, toi, tu le pousses quand même très loin de fait, parce que L'Arabe du futur, c'est un récit autobiographique. Les Cahiers d'Esther, on va en parler dans quelques instants, c'est très fortement inspiré d'une histoire vraie qui se déroule un peu sous nos yeux. C'est important pour toi, parce que c'est vrai qu'avant, tu disais que tu dessinais des dragons et que tu étais dans des choses un peu moins réelles, si on peut dire les choses comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cet ancrage dans le réel maintenant sur chacun quasiment de tes récits? Ça a été aussi que je me suis rendu compte, enfin, quand j'ai pris conscience de la façon dont je voyais le réel. En fait, moi, en effet, j'ai toujours adoré la science-fiction, l'heroic fantasy, etc. Tous les livres qui se passent dans des dimensions parallèles ou Le Seigneur des Anneaux, je suis super fan. Enfin voilà, j'adore cet univers avec des espèces, des races différentes qui coexistent. Voilà, j'adore les mangas. Il y a plein d'univers comme ça. Voilà. Et c'est vrai qu'en fait, je pense par déformation professionnelle ou par déformation de passionné, j'ai pris conscience que je voyais le monde comme ça aussi. Dans mes BD, moi, je me suis dit, mais je vais raconter le réel comme si c'était un truc de science-fiction. Moi, je me rappelle quand j'ai fait le casting de mon premier film, Les Beaux Gosses, je voulais des ados qui avaient des tronches d'ados, des têtes d'ados. J'ai raconté ça dans Le Jeune Acteur, la BD que j'ai fait avec Vincent, et donc j'avais beaucoup de mal parce qu'on Vincent Lacoste. Avec Vincent Lacoste, pardon. On me proposait beaucoup de comédiens qui étaient beaucoup trop beaux, des comédiennes beaucoup trop belles. Et les vrais gens de la rue, comme ceux que je voyais dans mes BD, c'était pas possible de les avoir. Mais alors, au bout d'un moment, j'ai réussi. On a fait un casting sauvage, etc. Ils venaient dans l'endroit du casting. Franchement, j'ai gardé des cassettes. C'est des extraterrestres. On a l'impression d'être dans Star Wars, dans le bar Mos Eisley au début, là, quand il arrive et qu'il y a des mecs qui sont là, ils n'aiment pas ta gueule. Enfin, il n'y avait que des jeunes qui étaient. Tous ceux qui défilaient, il y en avait qui étaient très grands comme ça. Il y avait d'autres qui étaient tout petits comme ça. Enfin, donc, il y a vraiment un. On peut voir le surnaturel dans le réel. Et donc moi, je ne m'ennuie pas quand je fais mes BD, je recherche ce surnaturel-là. L'autre point de bascule important, donc, je le disais, c'était un succès. Alors, est-ce qu'il était inattendu, d'ailleurs? Je serais curieux d'avoir ton retour là-dessus. Mais ça a clairement participé à te faire connaître du grand public, notamment des plus jeunes. On va en parler dans quelques instants. Mais c'est donc Les Cahiers d'Esther. Donc, dans cette BD, tu racontes les tranches de vie de cette fille, Esther, qui est donc, si je comprends bien, la fille d'un couple d'amis à toi. Donc les histoires racontées sont forcément inspirées de faits réels. Quand tu commences, elle est âgée de 9-10 ans et tu comptes faire ça jusqu'à ses 18 ans. Là, c'est le dernier qui est sorti il y a quelques jours, Histoire de mes 16 ans. Déjà, le pourquoi du comment, pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi, on se retrouve à raconter comme ça l'histoire d'une fille d'amis. Alors, en fait, la bande dessinée dont je parlais tout à l'heure, La vie secrète des jeunes, que j'ai dans Charlie, au bout d'un moment, j'ai voulu arrêter. C'était d'ailleurs plusieurs mois avant l'attentat. En fait, j'ai eu envie de faire autre chose. J'en avais marre du rythme hebdomadaire, de devoir faire des histoires comme ça. Puis en plus, je voyais que des histoires déprimantes tout le temps. Et j'avais envie de faire du vélo. Et je m'étais dit, si je me mets à faire du vélo et que je ne prends plus le métro, je ne vais plus voir d'histoire. Et je vais me retrouver à raconter des BD sur des mecs qui font du vélo. Ça va être bobo, ça ne va pas du tout marcher. Donc je vais arrêter. Et donc j'ai arrêté. Je me suis dit, comme ça, j'étais en train de faire L'Arabe du futur, tome 2. Et je me suis dit, je vais être tranquille pour faire mes BD. J'aurai plus cette pression. Et en fait, pile à ce moment-là, le magazine L'Obs m'a proposé de faire une bande dessinée hebdomadaire. Mais c'était même pas relié, c'était pas parce que j'avais arrêté, j'avais même pas encore arrêté. Je me suis dit, mais quand même, c'est dommage, L'Obs, c'est génial, enfin, c'est vachement lu, il y a eu Claire Bretéché dedans et tout. Et j'étais en train de faire L'Arabe du futur, tome 2 à ce moment-là. Et pile à ce moment-là, j'ai revu cette jeune fille qui était la fille d'un couple d'amis à moi, que je n'avais pas vue depuis longtemps, et qui est venue dîner chez moi avec ses parents, parce qu'elle était grande, donc ses parents avaient décidé de l'amener pour montrer t'es grande et tout. Et donc là, elle a fait son intéressante toute la soirée. Elle a parlé sans interruption.
Et je lui posais plein de questions. J'étais même un peu provocateur. Je lui disais alors, mais c'est quoi pour toi qu'est-ce que tu penses comment tu classerais les garçons enfin, je lui demandais Ouais. comment tes copines, elles me racontaient tout. Alors c'est rare un enfant qui parle beaucoup. Je sais que souvent quand on pose des questions aux gamins, ils sont là, je sais pas, Ouais. Il se savent pas, cache. ils se cachent, ou ils ont honte, ils ont peur d'être jugés ou je sais pas quoi. Elle était à fond la caisse. Ouais, les garçons c'est des connards, de toute façon les plus beaux. Alors c'est ceux qui sont les plus souples. Ouais, alors ils font. Puis elle me montrait les mouvements, elle faisait des trucs. Après enfin, c'était un flow Mm. sans interruption. Et je me suis dit mais ce serait génial de faire une BD avec ces histoires parce que là une fois encore d'un point de vue personnel ça m'intéressait de garder un contact avec le monde des jeunes et des nouvelles générations et je sentais bien que je vieillissais aussi, et aussi parce que j'avais pas l'impression que ce type d'histoire ou de BD était représenté ou existait dans les livres. Ouais. Et là, forcément, ça a duré. Ça fait maintenant 7 ans environ que tu recueilles du coup ses confessions. Comment est-ce que on fait en sorte de parvenir à garder quelque chose de naturel et d'authentique alors qu'aujourd'hui, bah, forcément, elle sait que ce qu'elle va raconter peut être lu par des millions de personnes derrière. Bah, alors déjà, je le mets un peu en scène, la célébrité de la BD. C'est-à-dire que c'est vrai au début, quand on a commencé ce projet, elle s'en fichait un peu. Voilà, elle était, c'est l'image que je raconte souvent, mais un peu comme quand moi j'étais l'impression d'être un caméraman sur la banquise et il y a le pingouin qui passe devant et qui s'en fout complètement de la caméra. Et donc ça me plaisait bien qu'elle s'en fiche de la BD. C'est vrai que le livre a eu de plus en plus de succès et le succès de cette BD lui est revenu dans sa vie. C'est-à-dire, elle a des copines qui lui ont offert la BD sans savoir qu'elle était la vraie Esther. Un jour, elle m'a envoyé un SMS en classe. Elle était même en classe. Elle avait sorti son téléphone pour me montrer qu'il y avait les cahiers d'Esther dans son manuel de français. Et elle disait, mais personne ne sait que c'est moi dans la classe et tout. Elle n'en revenait pas. Ou par exemple, quand la chanteuse Angèle avait posté sur son compte Instagram, alors qu'elle adore Angèle, et Angèle avait posté un dessin des cahiers d'Esther. Donc là, c'était les moments où je mettais en scène les cahiers d'Esther dans sa propre vie. Mais c'est vrai que je veux la garder anonyme. Ouais. Je veux pas qu'elle devienne psychopathe déjà avec, avec cette BD. Et aussi, parce que les cahiers d'Esther, c'est pas un journal intime et c'est pas, je suis pas son confident. Ouais. Enfin, les trucs qu'elle me raconte, elle les raconte à ses parents. Je recherche jamais de trucs intimes. Souvent, c'est son père qui m'appelle, justement pour le tome Mm. des 16 ans. Là, il m'appelait, il me disait, oh, putain, elle me casse les couilles en ce moment. Là, rappelle-la. Là. Elle est rentrée l'autre soir, elle était bourrée. Là, j'en peux plus. Là, voilà. Alors, justement, je dis, alors, il paraît que tu as bu des bières. Ah ouais, mais non, c'est même pas vrai. Là. Voilà, il y a un truc assez Ouais. marrant de. Moi, c'est les histoires de Ouais. base qui me plaisent. Et elle tient à garder cet anonymat ou c'est plus une protection qui... Ben, moi, je lui conseille vivement de ne pas le dire parce que peut y avoir des gens, je sais pas, dans les premiers tomes, ça lui arrivait d'être méchante ou cruelle avec des gens. Alors moi, je prenais bien sûr son parti tout le temps. Ouais. Je lui fais pas la morale du tout. Si elle a envie de victimiser quelqu'un, même si ça me brise le cœur, ben non, en fait, je suis d'accord avec elle. Je dis ouais, c'est vrai qu'il est relou. Enfin voilà, mais avec le temps, elle a changé, bien sûr. Il peut y avoir des gens qui lui en veulent pour certains Ouais. trucs. Voilà, il y a des fous sur cette planète. Ouais. Donc je lui conseille de ne pas le faire. Mais elle l'a déjà dit à certaines de ses copines. C'est C'est un un choix choix de sa part. personnel. Ouais. Et cette BD t'a aussi amené à arriver sur un réseau social. Attention, ça remonte à il y a quelques jours. T'es arrivé sur TikTok. Comment s'est fait cette arrivée sur TikTok qui, et de toute façon on va le montrer à l'écran, a été un immense succès très vite parce que tu as posté 4-5 TikTok, mais tu es déjà à près de 150 000 abonnés et des Je millions sais de pas, vues dessus. c'est quoi un succès sur TikTok? Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a il y a plein de comptes avec des nanas qui regardent la caméra comme ça, que c'est là, hey, bonjour, je suis à Marseille, elles ont 4 millions d'abonnés. Donc je me dis, bon, 150 000 abonnés, c'est pas mal. Mais Non, moi, non, j'ai- c'est ouf. En vrai, c'est ouf parce que c'est. En fait, ce qui est assez dingue, c'est que la première vidéo, après tu vas pouvoir en parler, mais la première vidéo a fait 1, 2, 3 millions de vues. Enfin, tu sais peut-être mieux que moi. 2 millions. 2 millions, bah, c'est énorme déjà pour une première vidéo. C'est-à-dire que c'est assez fou. Et surtout, ce que je trouve intéressant, au-delà de l'anecdote d'arriver sur TikTok, c'est que ça a révélé aussi une partie de ton public, bon, toi que tu connaissais déjà, mais qui de fait est plus jeune, qui a peut-être grandi avec les cahiers d'Esther. Pour toi, c'était une surprise, un tel succès Oui, sur et TikTok c'est vrai, c'était une grosse surprise. Et d'ailleurs, c'est la vraie Esther qui m'a alerté du fait que sur TikTok, les dessins animés adaptés de la BD Ouais, était énormément vu et repartagé des centaines de millions de fois. Enfin, il remontait les trucs, les gens s'intéressaient aux personnages, ils voulaient savoir ce qu'était devenu tel personnage qui avait été harcelé
en CM1, si c'était, il y avait des filles qui se faisaient passer pour des vraies Esther, qui avaient tout d'un... Ouais. J'ai reçu, je sais pas moi, 500 messages de mecs qui étaient là: «Eh monsieur, c'est elle la vraie Esther!» Il y avait des gens qui savaient... Alors moi, j'ai fait un TikTok, en effet, parce qu'il y avait déjà des gens qui se faisaient vraiment passer pour la vraie Esther. Et ça me faisait un peu flipper. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont commencer à raconter? Donc j'ai voulu lire ce truc. Et aussi, parce que plein de gens se posaient des questions. Ils ne savaient même pas que ça venait d'une bande dessinée, que c'était adapté d'une BD. Ils voulaient savoir si le personnage existait, etc. Et j'ai découvert, en fait, TikTok, que je ne connaissais pas. Moi, j'en étais resté au réseau social chinois qui fait peur aux adultes, etc. Et en fait, c'est génial. C'est un univers hallucinant avec des milliards. Toute la jeunesse de France est sur TikTok. Enfin, c'est incroyable, quoi. On a l'impression de soulever une trappe de la réalité. Ils sont tous là. Sous le... C'est excellent, quoi. Et c'est, pour le coup, c'est un lectorat avec lequel je n'avais pas de contact. Parce que par Instagram, c'est des gens plus âgés. Facebook encore plus. Et là, TikTok, vraiment, je reçois plein de... Mes commentaires, ils me font hurler de rire, quoi. Il y a des gens qui m'écrivent, des jeunes, ils sont trop mignons. C'est un livre, ça s'achète tout et tout. Alors je dis, mais des librairies, c'est quel genre de commercial, les librairies? Enfin, c'est hyper marrant, quoi. C'est un univers que je ne connaissais pas. Ouais, et puis même pour faire, je pense, découvrir les coulisses de ce que tu fais, je pense que ça peut aussi inspirer des... Enfin, comme tu dis, TikTok, c'est un univers créatif très fort. On parlait de plateformes où se lancer, forcément Instagram, pour la BD, c'est pertinent, mais TikTok aussi, tu peux montrer, comme tu le fais, la façon dont tu dessines, je sais pas, je peux montrer plein de choses. En réalité, c'est assez fort, quoi. Non, c'est vrai, ouais. Il y a des choses à faire. Et justement, ce qu'on voit quand même, c'est que avec l'Arabe du futur et Cahiers d'Esther, cette question de la jeunesse qui grandit, c'est quelque chose qui te, j'ai l'impression, et même ce que tu faisais chez Charlie Hebdo, qui t'intéresse. Déjà, d'où cet intérêt au final pour les jeunes dans tes récits en général? Et est-ce que tu verrais quelle différence est-ce que tu vois entre Esther quand elle est jeune et toi quand tu étais jeune Bah, franchement, il n'y a pas de différence. C'est exactement la même chose au niveau, comment dire, physiologique ou de mal-être de vie ou de choses comme ça, ou des corps qui changent, métamorphose. Il y en a qui héritent de corps. Par exemple, dans les Cahiers d'Esther, elle a une copine dans les premiers tomes qui s'appelle Cassandre, qui est une petite nana qui est extrêmement complexée par son physique, qui se trouve moche, et qui en fait, avec les tomes, est devenue un super canon, bien plus belle que Esther. Alors quand Esther elle-même était canon, enfin était considérée comme canon quand elle était petite, et puis maintenant, bon, bah, elle a un peu perdu de sa superbe. Donc c'est vrai que le temps qui passe et l'évolution des créatures comme ça qui changent au fil du temps, c'est un truc qui me passionne. Mais alors, la grande différence qu'il y a entre nos générations, c'est Internet, en fait. C'est vrai que c'est le fait qu'en regardant Instagram, on voit tout de suite toutes les frontières de l'expérience humaine très facilement. Comment on vit, je sais pas moi, à Nouakchott, comment on vit à Tokyo, comment on vit à Dubaï, comment milliardaire, pauvre, scientifique, machin. On a l'impression qu'on voit tout ce qu'on rêverait d'être. Et on se dit, on peut être tenté, enfin en tout cas moi je vois Esther, peut être tenté de se dire, mais à quoi bon en fait? À quoi bon faire 20 ans d'études pour être un homme politique par exemple, ou qui va je vais me faire humilier sur les réseaux sociaux parce que je vais être pris à une petite vidéo où je vais dire un truc et ça va détruire ma carrière, ou faire 40 ans d'études pour être médecin et pas être payé. Enfin il y a un truc de... Quand j'étais plus jeune, le monde était beaucoup plus mystérieux et... On se disait vraiment, Spielberg, ça doit être quelque chose, il vit à Hollywood, ça doit être hallucinant d'être comme lui, en Californie. Voilà, aujourd'hui, ça ne fait plus rêver personne, quoi. Donc ouais, ça peut permettre TikTok peut permettre de faire connaître un peu les coulisses de ton quotidien aussi. On a hâte de voir la suite là-dessus. Pour terminer, je voulais finir avec un dernier point de bascule, mais c'est particulier parce que c'est un point de bascule dans le futur. C'est pas encore passé. On en a parlé très rapidement, mais tu as aussi une casquette de réalisateur et c'est une casquette assez importante. Et il y a une sortie prochaine. Alors, on n'a pas de date qui a été annoncée précisément, mais de ton 3e film en tant que réalisateur. Un film dont on ne connaît pas le nom aujourd'hui, mais qui a priori va réunir le trio comique des Inconnus. Alors, pourquoi déjà s'engager là-dessus? Comment ça se matérialise? Alors, c'est vrai que
Moi, j'ai une sorte de superstition personnelle qui fait que j'évite de parler des projets Ok. avant qu'ils soient faits. Alors, c'est vrai que la formation est sortie, je peux, mais j'ai toujours l'impression que ça va me porter malheur. Attends, je Ah vais ouais toucher un peu de bois. C'est mais, du vrai normalement, il n'y a pas de souci. non, non, mais voilà, mais c'est vrai que moi, j'ai fait 2 films. Mon second film n'a pas du tout marché, ce qui m'a permis de faire L'Arabe du futur, qui est devenu un grand succès. C'est vrai comme c'est redevenu un succès, en fait, je suis passé du gars qui avait fait un échec à un gars qui a refait un énorme succès. Et donc, on m'a souvent proposé des films, même des licences un peu connues, et des trucs comme ça et tout. Et j'ai toujours dit non. Déjà parce que j'adore la BD, je veux faire des livres, c'est ma passion. Mais là, Ouais. voilà, pour parler des inconnus, j'avoue que c'est mes idoles. Alors, d'ado, je vois le monde comme si les gens étaient joués par Bernard Campan, Légitimus et Bourdon. Donc, quand le producteur m'a dit « Mais il ne faudrait pas leur proposer un truc ?» Je fais « Ah oui !» J'ai tout de suite, je me suis dit « Bon, là, c'est le truc. » J'ai l'impression d'être dans un jeu, dans une simulation. C'est un peu comme si quelqu'un me disait « Vous pouvez aller dans l'espace » ou je sais pas, il y a dans ma réalité, la façon dont les inconnus décrivaient le réel quand j'étais ado, dont ils se moquaient de toutes les classes sociales, je crois que ça a marqué toute la France, quoi. Et d'entrevoir la possibilité de peut-être pouvoir faire un truc avec eux, voilà, je ne pouvais pas dire non. Ouais. C'est pas possible. Et tu le vois comme quelque chose de... Enfin, t'as l'impression que oui, ton activité quand même principale, c'est la BD, c'est là où tu te sens le plus épanoui. Enfin, comment est-ce que tu t'es retrouvé à avoir cette nouvelle casquette C'était c'est bizarre de dire par opportunisme, mais par opportunité où tu te dis, bah, allez, est-ce que c'était quand même une vraie passion qui était quand même derrière, où tu te dis, je peux le faire? Ah oui, alors c'est quelque chose qui est répandu chez énormément de dessinateurs. D'ailleurs, vous verrez toujours qu'à un moment, même les dessinateurs les plus connus, ceux qui ont le plus de succès, même ceux qui sont les plus indépendants ou je sais pas quoi, ils ont un truc adapté. Parce qu'en fait, dans le fond de leur cœur, je vais vous dire, chaque dessinateur espère un jour que Steven Spielberg va l'appeler et pour adapter sa BD. Moi, quand j'étais ado, c'était mon rêve que Steven Spielberg m'appelle. Et j'ai fait une école de cinéma d'animation qui s'appelait Les Gobelins. J'avais fait le concours, j'ai été pris, je ne sais même pas comment. Cette école-là avait la réputation d'être l'école dans laquelle Steven Spielberg allait chercher les employés de DreamWorks pour travailler avec lui. Donc je me disais, je vais aller là. Celui-là, Spielberg finirait par m'appeler. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, mais c'est pas Spielberg qui m'a contacté, c'est une autre productrice qui s'appelle Dominique Toussaint et qui adorait mes BD, qui m'a proposé de les adapter en film. Donc j'ai pas eu à me battre pour faire du cinéma. Une bascule comme ça. Parce que c'est un univers terrible. Enfin, de développer un univers de cinéma, convaincre les producteurs, etc. De partir de zéro, comme j'ai pu le faire en BD dans le cinéma, je crois que j'aurais pas été capable. Enfin, il faut choisir l'un ou l'autre. Je sais pas qu'on peut se battre pour. Mais le cinéma, oui, j'adore. J'ai fait des études de cinéma d'animation, bien sûr, et voilà, et je pouvais pas. C'est un univers. De faire. Riyad Sattouf, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ta présence. C'était passionnant, extrêmement riche, et j'espère que ça donnera aussi envie à ceux qui n'ont jamais eu la chance de lire tes BD, de les découvrir, notamment. Alors, c'est mieux de pas. Alors, est-ce qu'on peut en cours de route, selon toi, est-ce que c'est mieux de commencer par le premier quand même? Parce qu'en cours de route. Non, pas forcément, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'écrivent en me disant ouais, moi je les lis dans l'ordre inverse. Je commence à les 16 ans après les 15 ans, et en fait elle rajeunit avec c'est Benjamin Button à la fin. C'est une autre façon de procéder. Et du coup, les Cahiers d'Esther, l'histoire de ces 16 ans qui sont sortis il y a quelques jours, que vous pouvez aller lire dès maintenant. Et du coup, ça continuera jusqu'aux 18 ans. Ça risque d'être très... D'ailleurs, pourquoi l'arrêt, entre guillemets, à 18 ans? C'est de dire que presque une autre étape de la vie, passage de 18 ans? En fait, c'est un petit peu, c'est un petit peu comme... Quand Cabu m'avait proposé de faire La Vie secrète, enfin de travailler à Charlie, je m'étais dit ça va me faire un salaire mensuel, je vais gagner ma vie. Et en fait, quand l'Obs m'a proposé de faire une BD, je me suis dit oui, je propose de suivre une jeune fille de 16 ans, qui a 18 ans. Je me suis dit ça va me faire 8 ans. Et en fait, je me suis mis une contrainte comme ça aussi, et je vais essayer de la tenir parce que là, ça me semblait être dans 1000 ans quand je l'ai dit. Ouais. Et là, c'est en train d'arriver. Donc c'est aussi des contraintes temporelles qui nourrissent le projet aussi. Bien. Merci beaucoup, Riyad Sattouf, pour ton temps. Et du coup, pour ceux que ça intéresse et qui veulent découvrir davantage de choses, on mettra en description tout un tas de liens, de ressources pour découvrir encore plus ton univers. Et le compte TikTok, évidemment. Ah oui, évidemment. bien Très sûr, important. bien sûr. Très important. Où je fais des petites chorégraphies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.